Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire proposé par BPI France Création, intitulé Reprise d'entreprise par les salariés, quelle solution? Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Guillaume Malvoisin, je suis responsable des contenus sur la transmission et reprise d'entreprise du site bpifrance-création.fr. Donc, bpifrance-création.fr, c'est le site de référence en matière d'information et d'orientation des porteurs de projets en phase de création, développement, reprise et cession d'entreprise. J'ai le plaisir d'organiser et d'animer ce webinaire avec à mes côtés deux experts de la reprise d'entreprise par les salariés. Jean-François Flot, expert comptable et commissaire aux comptes associé du cabinet Hendrix. Bonjour Jean-François. Vous avez coupé votre micro, mais merci de… Bonjour Guillaume, oui effectivement, j'avais coupé mon micro. Et bonjour à tous. Merci d'être présent et de participer et d'intervenir à ce webinaire. Et je serai aussi accompagné de Pierre-Jean Jovignot, délégué développement à l'Union régionale des SCOP et SIG d'Île-de-France. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume, bonjour Jean-François et bonjour à tous. Donc avant de démarrer ce webinaire, quelques aspects techniques. Donc nous avons prévu un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc merci de poser toutes vos questions dans l'onglet questions en bas à droite, juste à côté de l'onglet chat. Et bien entendu, ce webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver dès demain le replay et télécharger le support de présentation sur le site bpifrance-création.fr. Au sommaire donc, de ce webinaire, nous aborderons 3 chapitres. Pourquoi la reprise par les salariés est la bonne solution? Deuxième chapitre, nous allons aborder les étapes clés du projet de reprise d'entreprise par les salariés, afin que vous puissiez adopter une démarche méthodique avant de reprendre une entreprise. Et enfin, nous aborderons les différents schémas de reprise par les salariés. Nous ferons un zoom sur le montage LBO, Leverage by Out, et la reprise en scope par les salariés. Donc, nous aborderons les avantages notamment et inconvénients des deux montages. Et enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses et le partage des ressources que nous mettrons à votre disposition. Donc, pourquoi la reprise par les salariés est la bonne solution? Donc, tout d'abord, nous allons prendre l'exemple de quelques chiffres clés, je dirais. En Île-de-France, 93 000 entreprises employant au moins un salarié ont à leur tête un dirigeant âgé de 55 ans ou plus et donc ce sont des entreprises qui sont concernées par la transmission ou la cession de son entreprise à moyen ou long terme. Donc, faute de trouver un repreneur, si toutes ces entreprises dont le dirigeant ont plus de 55 ans, ces entreprises risquent de disparaître. Donc, cela représente en moyenne 588 000 salariés qui travaillent pour ces 93 000 entreprises. Donc, ce sont donc durant 10 ans, 58 000 emplois potentiellement menacés de disparaître chaque année si ces entreprises ne sont pas reprises. Donc, parfois, effectivement, on peut évoquer la difficulté à trouver les repreneurs. Donc, effectivement, il y a un vrai marché, un vrai potentiel d'entreprises qui pourraient être reprises par leurs salariés. Donc, effectivement, la recherche des repreneurs prend énormément de temps et demande un accompagnement coûteux aux cédants. Donc, la reprise d'entreprise par les salariés est une opportunité majeure pour répondre aux enjeux des cédants d'entreprise, des salariés et des territoires. Notamment, si on aborde les avantages donc, de la reprise d'entreprise par les salariés, donc, quels sont les avantages? La première chose, c'est qu'on peut dire, donc, pour l'entreprise et son dirigeant, la recherche d'un repreneur extérieur à l'entreprise est sans objet, puisque effectivement, il a décidé de reprendre, de vendre son entreprise en interne à ses salariés. Donc, le dirigeant se libère d'une part d'inquiétude quant à l'avenir de son affaire. Il est assuré d'avoir une pérennité de son affaire s'il vend son entreprise à ses salariés. Donc, l'avantage pour les salariés, c'est qu'ils connaissent l'entreprise, ses clients, ses fournisseurs, toutes les parties prenantes de l'entreprise, et effectivement, ce sont les mieux positionnés pour reprendre le flambeau. Les salariés sont aussi les mieux positionnés car concernant la valeur de l'entreprise, le dirigeant qui a une réelle volonté de céder son entreprise auprès de ses salariés
on peut dire généralement qu'il n'a pas une recherche, je dirais, de le vendre au plus offrant. Donc, son réel intérêt, le réel intérêt de vendre son entreprise, c'est la pérennité de son entreprise. Il a décidé de vendre son entreprise à ses salariés pour une raison de pouvoir pérenniser son entreprise. Donc, souvent, les salariés sont les mieux placés pour reprendre l'entreprise car ils ont bénéficié de formations pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Pourquoi la reprise par les salariés est la bonne solution? Car effectivement, le cédant peut accompagner les salariés repreneurs sur une période longue en préparant la transmission bien en amont de la vente. Et le cédant, effectivement, c'est de quel type de soutien chaque salarié repreneur a besoin. Il connaît ses salariés. Généralement, il a des entretiens d'évaluation chaque année avec ses salariés. Donc, il sait plus ou moins les besoins de formation et toutes les formations dont ont bénéficié les salariés en termes de management, commercial, technique, gestion, puisqu'effectivement, lorsqu'on reprend une entreprise en tant que salarié, il faut quand même avoir toutes les compétences, que ce soit managériales, commerciales, administratives, et donc ça se prépare le plus en amont possible. Le dirigeant doit effectivement identifier des leaders qui seront à même de pouvoir reprendre l'entreprise et la pérenniser. Donc, pourquoi la reprise par les salariés est la bonne solution? Car c'est le meilleur moyen de pérenniser l'entreprise. Donc, la reprise par les salariés protège les emplois en limitant considérablement le risque de découpage des activités de l'entreprise, le risque de délocalisation et le risque de politique de maximisation des bénéfices au seul profit des actionnaires. Donc, effectivement, on approfondira ces questions-là par la suite. C'est vrai que lorsqu'on parle de maximisation des bénéfices au seul profit des actionnaires, on pense aux formes de scope que Pierre abordera la reprise en scope tout à l'heure. Donc, effectivement, quand ce sont les salariés qui rachètent l'entreprise, on s'imagine mal qu'ils vont délocaliser ou découper les activités de l'entreprise. Voilà, donc effectivement. Ensuite, concernant les étapes clés du projet de reprise par les salariés. Pierre, concernant les étapes clés de la reprise d'entreprise par les salariés, on a identifié 3 phases. Concernant la phase anté-reprise, à moins de 3 mois, que peut-on dire sur cette phase avant la reprise de l'entreprise? Oui, mais cette phase anté-reprise, comme vous dites, elle est valable dans tous les cas de figure. Et elle est indispensable pour identifier les parties prenantes de l'opération. En fait, c'est la phase d'approche du cédant, des repreneurs éventuels. Et dans le cas de reprise par les salariés, l'identification des leaders, elle est primordiale. Elle n'est pas toujours évidente. Qui est capable d'être leader ou co-leader? Donc, d'autre part, la réflexion, elle porte aussi sur les aspects juridiques, économiques, financiers, ce qui est élémentaire. Et il est important aussi que la réflexion portant sur la valorisation commence à être abordée à ce stade. Pourquoi? Parce que s'il y avait d'emblée une distorsion importante entre la valorisation dite normale, entre guillemets, et la valeur attendue par le cédant, mais aussi les repreneurs, la réflexion elle serait un peu difficile quand même. Oui, ça. À ce stade-là, pour parler de négociation, je voudrais juste dire, il y a un moyen que j'utilise habituellement pour dire quelle est la bonne valorisation d'une structure. Eh bien, moi, je dis la chose suivante. 7 ans après une reprise d'entreprise, vous avez les deux parties, le cédant historique et les repreneurs, qui se retrouvent un samedi sur la place du marché et ils sont ravis de se retrouver. Ça signifie que le cédant estime avoir vendu le bon prix et les repreneurs ont réussi à boucler la reprise, à solder l'emprunt et ils sont ravis de se retrouver. Donc, c'est ça pour moi la bonne valorisation. Et bon, c'est un peu normal que cette phase anté-reprise, elle dure
au moins 3 mois, et sinon plus, quoi, parce que tout dépend de la complexité du dossier. On voit bien avec ce que vient de présenter Pierre, et c'est un peu pour répondre à une question qui est posée concernant les différents inconvénients dans une cession interne de la notion de prix de cession. Effectivement, c'est des intérêts qui vont être divergents souvent entre le cédant et les acquéreurs. Donc ça, c'est cette difficulté-là à résoudre avec entre les salariés repreneurs et le dirigeant. Je pense que c'est un point sur lequel Guillaume a commencé après à parler tout à l'heure, c'était de dire l'élément clé, c'est d'avoir aussi une philosophie de transmission et une pérennité. Il a beaucoup insisté sur le mot de pérennité et je pense que c'est un élément important. C'est un choix un petit peu politique et philosophique presque de dire je vends plutôt à mes salariés. Et peut-être que dans cette session, je suis sur un prix qui ne sera peut-être pas l'optimum du prix, mais qui est, comme l'a rappelé Pierre en conclusion, de dire bah, moi je suis content de me retrouver sur le marché 7 ans plus tard, où les deux parties qui se sont rencontrées ont construit quelque chose et prolongé une histoire. Et je pense que ça, c'est important dans le scénario de bien l'avoir présent en tête. C'est une reprise par les salariés est une reprise un peu particulière. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans la phase de reprise, après avoir passé cette phase anté-reprise, écrire tout le plan des opérations, comment elles vont se réaliser, à la fois au niveau de tout l'aspect reprise des actions commerciales, de la gestion des ressources humaines, qui n'est pas à négliger, c'est un élément extrêmement fort. En complément, bien évidemment, dans cette phase de reprise, il va falloir lever des fonds, puisque les salariés vont devoir disposer de l'argent nécessaire pour pouvoir verser les sommes auprès du cédant. Forcément réaliser l'ensemble des actes juridiques, et ils sont nombreux dans ce type d'opération, surtout s'il y a par exemple des baux à reprendre ou la présence de SCI ou des choses comme ça, également la présence éventuellement d'enfants chez le cédant, enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments. Le juridique est un point essentiel et dans le cadre du rachat de l'entreprise. Et après, donc au final, une fois qu'on a bien monté l'ensemble de ces éléments, on va arriver à l'opération en tant que telle de rachat de l'entreprise. C'est-à-dire on a bien préparé, on a écrit les différents scénarios qui vont se jouer, et après on lance l'action de rachat. Cette action-là, une fois que tout a été réalisé, ça va relativement vite. Au niveau de la gestion post-reprise, donc 6 mois, 1 an, alors ça, ces délais-là peuvent être courts et des fois beaucoup plus longs qu'1 an, ça dépend un peu quelle est la position du cédant dans l'opération. Mais en règle générale, quand vraiment quelqu'un quitte l'entreprise, on essaie de minimiser la période parce qu'après, il y a quand même, faut pas qu'il y ait 2 têtes à diriger, donc sinon ça peut vite créer des nouveaux conflits. Donc il faut aussi gérer cette phase de transition, bien piloter l'entreprise dans sa nouvelle forme, donc être clair sur les différentes équipes, parce que on va le voir un petit peu plus loin, qu'il y a un changement de statut entre on va dire les salariés qui deviennent dirigeants demain et qui vont devoir trouver de nouvelles positions au sein d'une entreprise qu'ils connaissent pourtant par cœur. Donc, et c'est pas forcément, c'est pour ça que l'aspect humain est extrêmement important. Et puis après, il va falloir aussi suivre les différentes orientations qui ont été décidées pour que cette phase post-reprise soit qu'on puisse valider qu'on est bien à des périodes données, qu'on est bien dans les étapes qu'on avait projetées. Alors, pour pouvoir suivre par rapport à ces éléments-là, donc on se rend compte qu'il est essentiel dans ce processus d'anticiper. Alors chez le cédant, toute la partie d'information des salariés le plus tôt possible. Je ne sais pas si... Donc voilà, d'informer les salariés le plus tôt possible. Alors il y a tout un tas de dispositifs qui existent, c'est-à-dire que il y a des textes légaux qui obligent à l'information des salariés en amont au moment d'une opération. Bien évidemment, ces délais qui sont quand même relativement courts malgré tout,
ça peut pas être à ce moment-là que les salariés se rendent compte du projet et reprennent la main et se disent je vais me lancer dans la reprise d'entreprise, parce que souvent c'est 2-3 mois avant la cession effective. C'est trop court pour mener l'opération, surtout si j'ai des fonds à réunir. Oui, Guillaume, tu voulais. Non, je vous laisse continuer. Je vous laisse poursuivre. Donc après, on a déjà identifié toute la partie leader, et côté repreneur, on a le côté préparer le dossier, c'est pour ça bien en amont. Là, je vois qu'il y a une question qui est tombée en disant les salariés n'ont pas forcément beaucoup de fonds propres. Effectivement, on parle beaucoup d'un pourcentage dont il faut pouvoir disposer. Il y a toute une construction à avoir en amont avec justement le dirigeant cédant pour se dire si jamais je me positionne en tant que repreneur, en tant que salarié, je vais peut-être constituer une forme d'épargne dans ma rémunération qui va constituer cette... c'est pour ça que là, pour le coup, il faut vraiment être dans un processus très amont, où on va mettre en place, à travers cette épargne, une partie de la rémunération va être mise de côté, et cette épargne qui a été constituée constituera le capital de départ, pour tout ou partie, mais au moins pourra être utilisé à ce moment-là. Il y a plein de dispositifs qui existent par rapport à ça. Et oui, donc, oui. Oui, je peux rajouter, il y a des dispositifs effectivement pour compléter l'apport personnel, tels que les prêts d'honneur à taux zéro sans garantie que proposent certaines structures, telles que Initiative France, Réseau Entreprendre. Donc, en complément de votre prêt, de votre apport personnel, vous pouvez faire appel à ces structures qui proposent des prêts d'honneur à taux zéro sans garantie. Et je crois aussi que lorsque, Pierre, je parle sous votre contrôle, mais lorsqu'on reprend sous forme via une scope, je crois que l'apport est moindre que la moyenne des apports personnels de 30%. Mais on y reviendra tout à l'heure sur ce sujet. Je pense qu'on a répondu à Philippe Tourdeux. Et tout à l'heure, on avait répondu aussi à Isabelle Granger concernant le prix qui est moins élevé pour le dirigeant lorsque les salariés rachètent l'entreprise. On avait répondu l'idée de pérennité, c'est un état d'esprit, effectivement, de vendre à ses salariés. Donc, on n'a pas une recherche de gain optimal vu qu'on ne confronte pas le prix, la valeur de l'entreprise sur le marché. Hein. On vend à ses salariés. Donc, effectivement, on ne dira pas que le prix est moins élevé, mais un prix qui est juste qui est un prix finançable. Voilà. Je vous laisse poursuivre, Jean-François. Au niveau des repreneurs, donc dans la suite, il est indiqué être force de proposition, et je pense que ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que forcément, il n'est pas sûr que le cédant va de facto se dire j'ai envie de vendre à mes salariés, et peut-être que la première des démarches quand je suis un salarié qui a envie de reprendre une entreprise, c'est un peu de forcer la démarche en disant moi je vais aller voir le dirigeant et je vais me positionner comme un repreneur éventuel. C'est déjà un acte en tant que un futur chef d'entreprise. Il ne faut pas penser que vous allez avoir, si vous êtes positionné en tant que salarié, demain quelqu'un qui va vous amener le projet clé en main, prêt à être pris. Non, il y a une action à mener. Et ça, c'est important également, et donc c'est pour ça qu'il faut être force de proposition et puis voir comment ça se construit. Donc, dans le prolongement, on va voir un petit peu l'ensemble des différents, des deux schémas de reprise que l'on présente aujourd'hui, qui sont d'un côté le LBO, donc Leverage by Out, et la reprise en scope par les salariés. Donc, on est vraiment focus sur le côté reprise par les salariés. Et donc, on va dire que ce schéma de Leverage by Out qui vient donc d'anglais, c'est quoi? C'est une technique de rachat d'entreprise extrêmement utilisée dont les banquiers sont friands, et on va dire que la plupart des reprises se font par ce biais-là. Elles sont financées, en fait, on constitue une société nouvelle qui va porter une dette qu'on va devoir aller chercher. Cette dette, c'est pour aller entre guillemets, acheter les titres de l'entreprise. Alors ça peut être les titres de l'entreprise.
On peut envisager que c'est une entreprise individuelle qui sera peut-être constituée au préalable dans la société, mais là, on est vraiment dans plutôt une reprise de titre d'une société existante et que l'on va vendre. Donc, c'est pour ça qu'on parle bien d'un endettement de la société holding qui va acquérir les titres de la société cible. Cette société cible, c'est ni plus ni moins que la société du cédant. Et à travers les résultats que va dégager la société cible chaque année, donc par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, qui a été présenté par Guillaume et Pierre, à savoir les différentes actions validées au préalable avant la reprise, que la société nous intéresse, qu'elle est capable de dégager des bénéfices. Tout ça, ça a été fait en amont. On a donc mesuré sa capacité à dégager chaque année un résultat qui va pouvoir être remonté sur cette société holding et donc utilisé pour rembourser la dette. Donc, pour pouvoir être un petit peu plus clair, on a construit un schéma pour vous présenter, alors qui est assez synthétique et qui vous ne devez pas le voir comme quelque chose de définitif, parce qu'il y a chaque montage est une histoire ou chaque situation est une histoire nouvelle et différente. Donc à chaque fois, on doit s'inspirer de l'histoire de l'entreprise. Mais là, c'était pour un petit peu poser les éléments. On a monsieur et madame D qui détiennent une société qu'on a donc appelée la société cible, qui sont les cédants. Donc, avant rachat, ils détiennent la totalité des actions de la société, quelle que soit sa forme, que ce soit une SARL, une SAS, peu importe. Ils décident on va se mettre dans un scénario assez classique, c'est-à-dire plutôt départ à la retraite programmée. Ils décident de vendre cette entreprise. Ils peuvent très bien la vendre sur le marché, auprès d'un repreneur extérieur, mais là, on se positionne vraiment dans un rachat par de l'entreprise par des salariés. C'est pour ça qu'on a parlé de team RES, l'équipe qui va être constituée. Là, c'est les salariés qui se sont portés acquéreurs, qui vont constituer cette société holding et qui vont aller acheter les titres, s'endetter auprès de la banque et avec la société cible, telle que l'on vous le présentait tout à l'heure, on va chaque année utiliser les profits de la société cible pour remonter sous forme de dividendes les résultats et ces dividendes vont servir au remboursement de l'emprunt. Donc c'est un montage, on va dire, assez classique de reprise d'entreprise. Donc ça, c'est le scénario qu'on va utiliser assez souvent au niveau des salariés pour pouvoir utiliser. Et donc là, pour pouvoir acquérir les titres. Vous voyez dans cet élément que il faut pouvoir, quels sont les freins ou les éléments à lever. Ça va être alors bon, c'est plutôt les éléments, les effets de levier, pardon. Donc, quels vont être les effets de levier sur le montage du LBO? Donc, pourquoi on utilise cette solution qui est de constituer une société holding, à la fois sur le plan financier, on va pouvoir lever une dette auprès de la banque peut-être plus facilement que si je l'avais fait à titre personnel. On va pouvoir apporter en garantie notamment les titres de la société. On va pouvoir à ce moment-là amener aussi du capital et la valeur historique. Ce sera plus facile à construire en termes d'endettement et surtout en termes de refinancement. Parce que si jamais on devait le financer en direct en disant je rachète les parts ou les titres de la société, mais à titre personnel, il faudrait que j'augmente la rémunération de chacune des personnes pour que cette rémunération soit utilisée pour le remboursement de la dette. Et là, pour le coup, on peut avoir des prélèvements qui soient sociaux et fiscaux assez lourds au sein de la structure et qui pourraient déséquilibrer la structure. Donc il y a un frottement économique qui est plutôt intéressant sur cet aspect effet de levier financier. On a un effet juridique, c'est-à-dire que on réduit un peu les expositions au risque et on peut aussi structurer à travers un pacte d'actionnaires les différentes clauses d'entrée et de sortie dans ce périmètre. Et enfin, on a un effet fiscal qui n'est pas négligé, c'est-à-dire que les dividendes qui vont être versés depuis la société fille, donc la société cible vers la société holding, vont bénéficier du régime mère-fille, qui est un dispositif fiscal et qui fait que, comme elle a déjà les résultats ont déjà été imposés dans la société cible, on ne les impose pas dans la société mère, ou du moins dans une très faible part,
et donc ça réduit le champ d'imposition, et c'est fait pour qu'on puisse faciliter, c'est pas entre guillemets un cadeau fiscal, hein, c'est plus une facilitation pour pouvoir pérenniser une activité économique qui est source de profit demain à travers les différents impôts au niveau de l'État, que ce soit en termes de TVA, cotisation sociale, et puis champ économique classique. Donc ça, c'est les effets qui permettent de dire que la société holding est une solution, enfin le montage par LBO est une solution intéressante. Quels sont les éléments que vous allez devoir appréhender? Comme on l'a déjà évoqué, un cédant et des salariés volontaires pour reprendre l'entreprise. Ça, c'est un élément important. Donc, il faut vraiment une confiance entre les deux parties. C'est ce qui va permettre de sceller un petit peu le pacte entre les deux. Les salariés qui vont disposer des compétences nécessaires à la gestion de l'entreprise. Effectivement, on ne naît pas chef d'entreprise, mais on peut le devenir en se disant on peut se former. C'est pour ça que l'amont est important, parce que vous pouvez être très bon sur l'aspect technique, opérationnel, vous maîtrisez parfaitement votre chaîne de valeur opérationnelle au quotidien. Par contre, vous n'avez peut-être pas tous les atouts en matière de gestion, en matière de management, donc il va falloir peut-être vous former. Donc tout ça, ça peut prendre du temps, et donc on ne peut pas le faire au tout dernier moment, donc il faut anticiper les opérations. Il faut aussi que vous mesuriez à travers le travail un peu amont tout le potentiel de développement et de rentabilité de la société cible. Comme on vient de le voir, le remboursement se fait par le versement de dividendes. Donc ça veut dire qu'à ce stade, la société doit forcément être bénéficiaire. La difficulté, c'est si jamais j'ai une société qui ne l'est pas, ça veut dire que les actionnaires vont devoir prendre dans leurs propres réserves qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas pour pouvoir combler, payer l'emprunt. Donc c'est pour ça qu'il faut mesurer avec attention et faire différents scénarios possibles, la capacité qu'aura la société à continuer son développement avec les équipes nouvelles ou avec son organisation nouvelle. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper les différents aspects managériaux, parce que la dimension humaine, comme on l'a déjà un petit peu préindiqué, il ne faut surtout pas la sous-estimer, surtout qu'il y a des statuts. Vous étiez salarié au préalable, vous devenez dirigeant, il y a des personnes qui peuvent vous accompagner, d'autres qui peuvent dire moi mon chemin s'arrête là, je vais je ne veux pas être dans cette équipe, ou je ne veux pas continuer avec cette équipe dirigeante. Si c'est des forces essentielles à la société, il faut pouvoir là aussi le mesurer et l'appréhender pour être sûr que ça ne mette pas en péril la pérennité de l'entreprise et sa rentabilité future. Donc voilà les éléments qui sont les différents écueils qui peuvent être à lever. Alors, au niveau du montage en LBO, forcément, il y a des avantages et des inconvénients. On va dire que, par essence, je vais plutôt commencer par même si ce n'est pas présenté dans ce sens-là, et Dieu sait que j'aurais dû le faire peut-être dans le sens, mais je vais présenter les inconvénients pour rester sur les avantages par la suite. Donc, c'est c'est un peu dans le prolongement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ne pas obérer les capacités de développement de la société cible par une montée de dividendes confiscatoires. Donc ça, moi, je sais qu'au sein du cabinet, quand on accompagne des entreprises, quand on projette les données, on est toujours prudent sur la capacité de distribution de dividendes. On va essayer de jouer plusieurs prévisionnels distincts, et surtout, on va dire qu'on va essayer de remonter entre 75, 80, 85%, mais on ne va jamais remonter 100% des dividendes. Bien évidemment, on pourra toujours le faire sur le terrain le moment venu, mais se dire que j'ai distribué en permanence 100% du résultat et que je l'ai mis au maximum, c'est quand même être extrêmement, ça peut être dangereux et préjudiciable à la pérennité de l'entreprise. Donc il faut être vigilant sur ce point-là. Il faut aussi, les inconvénients, ça peut être aussi des garanties apportées sur le patrimoine personnel du dirigeant, enfin donc là des salariés repreneurs. Et également tout ce qui est, comme on l'a vu, l'évolution du statut de salarié à dirigeant dans la team repreneur. Ça, c'est un élément que vous devez appréhender dans votre démarche de reprise par un LBO. En revanche,
Et il y a de nombreux avantages à constituer la structure sous cette forme, ou le montage ou la reprise. C'est bien évidemment le régime fiscal qui est taillé un petit peu pour cela, donc qui est extrêmement intéressant dans la phase de remboursement de l'emprunt auprès de la holding, au sein de la holding. La possibilité aussi de créer un patrimoine financier tout en travaillant, parce que on peut très bien imaginer que, et c'est souvent ce qui se passe, hein, c'est d'ailleurs comme ça que on peut renouveler et faire des opérations nouvelles, c'est que l'investissement, l'énergie mise par la nouvelle équipe a des effets bénéfiques sur le côté développement de l'activité économique. Le résultat sont supérieurs à ce qu'on a pu projeter. Donc la distribution de dividendes elle-même, elle est supérieure aux besoins nécessaires au remboursement de la dette, auquel cas le patrimoine financier est en train de s'accroître. Et puis au final, quand on a remboursé l'ensemble de la dette, l'ensemble de la société, elle devient un actif fort pour des négociations futures qui ont un nouvel effet de levier pour des opérations à construire pour, si on veut, étendre le champ des compétences ou des fois développer des activités en râteau à côté. Voilà un petit peu les différents éléments que l'on peut avoir. Et puis bien évidemment, l'un des derniers avantages, c'est que c'est un schéma qui est très connu dans le domaine bancaire, plutôt souhaité par le domaine bancaire, et donc qui facilite la levée des fonds très souvent. Jean-François, j'ai une question. Oui. Dans le cadre d'une reprise par 3 salariés en LBO, un cabinet comptable nous conseille de créer 3 holdings. Cela vous paraît-il opportun? Alors, moi, ça peut justifier dans des reprises, on va dire, de personnes un petit peu distinctes. Dans le cadre d'une reprise d'entreprise par ses salariés, je ne suis pas convaincu de l'opportunité, parce que ça veut dire qu'on ne constitue pas déjà une équipe, on est déjà en train de penser à des intérêts divergents au sein de l'équipe qui va être l'équipe repreneur. Je ne le recommanderais pas forcément d'emblée. Il est toujours temps, si jamais j'ai besoin pour des questions patrimoniales, de restructurer la société holding une fois que l'opération est faite, en la redivisant. On sait faire par cœur, de dire je reprends une société, je la redivise derrière si besoin. Mais à ce stade, dans une reprise d'entreprise par les salariés, moi je ne partirais pas par une société holding pour chacun. Après, comme on l'a dit, il y a toujours des cas d'espèce et donc qui sont à étudier avec les différents conseils au moment de la réalisation de l'opération. Ok, merci. Donc après, il me semble que là, on avait essayé d'illustrer un petit peu la manière dont ça se passe. On vous a donné quelques éléments chiffrés, à savoir, là, on prenait un exemple assez basique d'une entreprise avec un chiffre d'affaires pour dire comment je vais pouvoir l'appréhender. Donc, on est sur une année d'exercice, bien évidemment. Au moment où on va faire le travail pour déterminer à la fois la valeur de l'entreprise et surtout mesurer sa capacité à rembourser la dette future, on va analyser les comptes et résultats passés. Donc ça, c'est des choses actives qu'on connaît, qui ont déjà été arrêtés, souvent qui ont pu être validés par un expert comptable, un commissaire aux comptes. Donc, il est important à ce moment-là, si vous êtes dans la côté reprise, de bien auditer les chiffres, de bien les contrôler avec des équipes externes pour s'assurer de leur correcte détermination. Et puis, on va projeter des résultats futurs, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer les années 2023, 24, 25 pour voir un petit peu. Et là, on va essayer de jouer plusieurs scénarios différents. Ce qui va nous permettre de déterminer un montant. Et là, par exemple, dans l'hypothèse, on est parti sur 6 années d'excédent brut d'exploitation. Donc, je reviens légèrement en arrière pour vous dire l'excédent brut d'exploitation, il est présenté ici là, à 70 000 €. On a un montant on estime que ça vaut à peu près 6 années. Donc, on estime que l'entreprise vaudrait, dans ce cas-là, 420 000 € auxquels on ajouterait les frais de constitution
et droit d'enregistrement estimé à 10 000 euros. On ne s'arrête pas sur le détail, c'est plus pour illustrer l'exemple. On a 430 000 euros à financer. On a 130 000 euros parce que communément, on considère qu'effectivement, un repreneur doit plutôt amener 30% de l'endettement final. Alors ça va dépendre un petit peu de chaque scénario, mais c'est souvent un petit peu les sommes que l'on constate au regard de l'expérience. Donc, dans l'illustration, on aurait donc 300 000 euros à financer. Ces 300 000 euros, on vous l'indique un petit peu en dessous, avec des intérêts d'emprunt qui sont plutôt en train de remonter ces derniers temps. Donc, je pense que ces 20 000 pourraient être légèrement au-dessus, mais on sera à 320 000 euros. Ça constitue une dette à rembourser de 46 000 euros chaque année. Et ça, pendant 7 ans. Comme l'a rappelé Pierre tout à l'heure, c'est la durée moyenne que l'on constate en termes de remboursement d'entreprise. Bien évidemment, ça peut être plus court, plus long, mais c'est une durée moyenne que l'on constate. Donc, si vous devez travailler sur des hypothèses, il faut utiliser ces éléments-là. Et donc, il va falloir par rapport aux résultats que l'on a dégagés, je vous remonte les éléments, on a 54 000 euros de résultats. Il faudrait qu'on remonte au minimum 45 000 euros de dividendes pour pouvoir rembourser cette dette pendant les 7 années qui viennent, pour faire face à l'échéance d'emprunt. Dans le cas d'espèce, on est à 85% du résultat net. Voilà, ça c'est un petit peu la manière dont ça se passe dans le cadre d'un LBO. Alors c'est très schématique, mais ça permet pour mieux comprendre un petit peu comment on réalise ce type d'opération. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Guillaume. En tous les cas, après, dans la suite de la présentation, c'est plutôt le passage, faire la même hypothèse, mais par le biais de la scope. Et là, je laisse la parole à Pierre. Je réponds à toutes les questions si besoin, ou on les prend peut-être à la fin. Oui, on passera. Il y a quelques questions, mais on va enchaîner sur la scope, Pierre, si vous voulez bien. Oui. Bon, nous sommes convaincus à l'Union régionale des SCOP et des SIC. C'est une association professionnelle qui regroupe l'ensemble des coopératives de salariés, mais aussi les SIC, qui sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Nous sommes convaincus, comme vous, que les salariés sont les meilleurs repreneurs. Et donc, pour aider les salariés à reprendre leur entreprise, on vient de voir la thématique du LBO. C'est le schéma classique avec la contrainte de la holding et de la remontée de dividendes. Moi, c'est un schéma que j'appelle patrimonial classique, en fait. Et je vais vous présenter un schéma qui est éprouvé, là, parce que les coopératives... Non, qui c'est les coopératives, elles existent depuis plus de 150 ans. Donc, c'est un schéma qui est tout à fait différent et qui présente un certain nombre d'avantages, que j'appelle le schéma SCOP. Donc, pour illustrer mes propos, parce qu'un petit dessin, ça vaut mieux qu'un long discours, voilà, je vous raconte une petite histoire. Là, vous arrivez dans un port de plaisance, il fait bon parce qu'on est au bord de la mer et ça fait du bien aujourd'hui parce qu'il fait très chaud. Et vous vous apercevez qu'il y a une activité fébrile parce qu'il y a une régate le lendemain. Elle se prépare, c'est une régate de monotype. Monotype, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des bateaux qui sont totalement identiques. Il n'y a que l'équipage qui fera la différence au moment de la régate pour savoir qui va gagner. Voilà. Alors, il y a un bateau qui s'appelle le SCOP et il y a un bateau qui s'appelle le classique. Voilà. Alors, vous êtes journaliste et puis vous renseignez en allant interroger un petit peu les membres de l'équipage des deux bateaux et vous faites votre article. Alors, moi, j'ai un truc qui s'affiche au milieu. Voilà. Alors, vous interrogez l'équipage qui est en train de s'activer sur le SCOP là, et ils disent « Nous avons la possibilité d'être tous copropriétaires du bateau et nous élisons entre nous le skipper parmi nous. S'il ne fait pas le taf, eh bien, on ne votera pas pour lui la prochaine fois. Il redeviendra simple membre de l'équipage. » Ils disent qu'ils ont écrit, nous avons écrit nos statuts. Les statuts nous obligent à verser 16% en fait de réserves qui sont impartageables et qui restent propriété du bateau.
Et statutairement toujours, nous sommes obligés de nous partager 25% minimum des gains de la régate entre nous. Ah bon, alors vous allez voir ensuite le classique, et puis vous leur demandez. Alors, ils disent, ben, l'ancien propriétaire, il a été remplacé par des anciens membres de l'équipage qui sont maintenant devenus propriétaires. Nous, simples membres de l'équipage, nous n'avons pas vocation à devenir copropriétaires. Alors, nous ne savons pas si on se partagera avec nous, les gains éventuels des victoires, ni si le bateau sera toujours là l'année prochaine, et s'il ne sera pas vendu au plus offrant, si les gains seraient réinvestis en tout ou partie dans le bateau, et si le skipper n'est pas bon, ben, on se le garde en fait. Bref, on ne sait pas grand-chose. Bon, vous voyez la différence. Je grossis un peu le trait, hein, c'est pour faire comprendre. Donc la SCOP, elle cherche à valoriser le bien commun, c'est-à-dire l'augmentation de la valeur du bateau, donc de la structure, pour lui permettre d'affronter le gros temps à venir. Et comme c'est bien commun, c'est le bateau, mais c'est aussi chaque membre de l'équipage, sans exception. Le classique, quant à lui, il cherche à favoriser le patrimoine des seuls propriétaires du bateau, dans un esprit de plus-value. Bon, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. L'un et l'autre peuvent gagner la régate, c'est pas ça le problème. Alors les scopes, ben, vous en connaissez. Voilà, quand vous prenez un taxi, parfois c'est Alpha Taxi, donc c'est une scope. Vous achetez l'alimentation bio chez Biocoop, vous avec des tickets restaurants de chez Up, vous mettez vos vêtements seconde main ou neufs dans un relais, dans un conteneur du relais. Et puis, vous connaissez Scopti peut-être, là, c'était anciennement Fralib qui a fait l'objet d'articles dans les journaux. Acom, c'est le leader du câble électrique. Voilà, donc vous avez une série de scopes que vous connaissez forcément. Voilà. Alors, les 4 principes fondateurs de la SCOP. Alors, je vous précise que c'est qu'une SCOP. En fait, une SCOP, c'est une entreprise commerciale comme une autre. SARL, SA, SAS. La seule grande différence, c'est que la propriété elle est collective. Donc, le pouvoir est exercé démocratiquement. En fait, une SCOP, c'est une entreprise normale, mais qui a des particularités coopératives. Donc, les 4 particularités, c'est les suivantes. Alors, elle est contrôlée par des salariés sociétaires en assemblée générale. Elle est régie, comme on le voit, sur une règle démocratique, c'est une personne égale une voix. Ce n'est pas le plus gros investisseur qui a la plus grande part en capital qui a le dernier mot. Ce sont tous les salariés, quel que soit le rapport en capital, qui ont une voix pour s'exprimer en assemblée générale. On voit que le résultat est partagé, comme on l'a vu pour le bateau, et le capital est variable. Et si on rentre un petit peu dans le détail de ce que ça signifie, lorsqu'on dit que la SCOP est contrôlée par ses salariés, ça veut dire que les salariés détiennent 51% du capital au minimum et qu'ils ont 65% des voix. Alors, il est possible d'avoir des associés extérieurs, des personnes qui ne sont pas salariées, mais ils seront plafonnés en termes de participation en capital et en part de voix, de façon à ce que la propriété reste donnée aux salariés, au projet coopératif. En fait, la SCOP, c'est une entreprise particulière qui devient un bien commun et qui échappe à une logique patrimoniale. C'est important de le souligner. Donc, on est dans une gestion démocratique où toutes les décisions importantes sont prises en assemblée générale, en conseil d'administration, avec cette règle de une personne égale une voix, ce qui n'est pas habituel dans le monde de l'entreprise, puisque on est habitué à avoir la règle classique, une part égale une voix, qui est la règle généralement admise. Donc la SCOP, c'est une entreprise de salariés qui appartient aux salariés. Le résultat, il est également partagé d'une manière particulière, d'une manière organisée. La finalité de la SCOP, c'est de construire un bien commun, comme on l'a dit, de préserver l'emploi sur le territoire et d'assurer la pérennité de l'outil de
du travail mis en commun. Donc la première chose, c'est que 16% du résultat à minima est mis en réserve. C'est 3 fois plus que l'obligation de réserve légale des autres entreprises. La raison, c'est qu'on veut s'assurer que la SCOP met de côté les ressources nécessaires à son développement, qu'elle ne privilégie pas une politique de rémunération de l'actionnaire, mais qu'elle n'oublie pas de conserver des fonds pour développer son propre avenir. Donc 16% des réserves pour la SCOP, les réserves appartiennent à la SCOP. Là aussi, c'est une particularité coopérative. Elles n'appartiennent pas aux associés, à la différence du droit commun. En droit coopératif, les réserves mises de côté par la SCOP appartiennent à la SCOP et elles sont impartageables. La part travail, c'est la rémunération de l'effort accompli par tous les salariés, qu'ils soient sociétaires ou non. Ils n'ont en effet pas l'obligation d'avoir une part au capital. Tous les salariés bénéficient de l'accord de participation signé au niveau de la SCOP et où 25% du résultat à minima est redistribué aux salariés. Il existe aussi des dividendes, on appelle ça dans notre jargon l'intérêt aux parts, qui vise à rémunérer le capital. Bon, là, il est normal que les sociétaires qui auraient mis plus d'argent pour aider à monter le projet coopératif en aient un certain retour sur investissement de manière traditionnelle. Et donc, de ce fait-là, il est possible d'avoir des dividendes, mais au maximum de 33% du résultat dégagé par la SCOP. En fait, vous voyez que ces seuils et ces normes expliquent la philosophie du projet coopératif, en particulier les réserves impartageables, qui montrent que la SCOP n'est pas un objet patrimonial. Le coopérateur qui rentre dans la SCOP, il va souscrire des parts à leur valeur nominale, et quand il souhaitera repartir de la SCOP, éventuellement, quitter le tour de table, il demandera à se faire rembourser, et sera remboursé à la valeur nominale aussi, puisque l'ensemble des réserves accumulées dans l'intervalle ne lui appartiennent pas, elles appartiennent à la SCOP, au travers de réserves impartageables. Et le gain qu'il aura eu à participer au tour de table, il l'aura touché chaque année au travers de la participation et des dividendes. Il n'y a pas d'accumulation de richesse pour l'associé dans la SCOP. C'est la SCOP elle-même qui en bénéficie pour assurer son avenir. Et donc, on a cette particularité des SCOP d'avoir un capital variable, puisque comme la cession de parts se fait à la valeur nominale et qu'il n'y a pas de logique de savoir combien vaut la part et toutes ces complications qui existent dans le monde traditionnel des entreprises, où la plus-value est un des éléments moteurs du sociétariat, de l'actionnariat. Dans la SCOP, les sociétaires entrent et sortent par augmentation du capital variable ou par diminution du capital variable, sans aucun formalisme et dans une très grande simplicité. Bon, il y a quelques avantages fiscaux pour la SCOP, puisqu'elle est exonérée de la CET, la contribution économique territoriale, et surtout, le gérant a un statut salarié. Il a un mandat social, mais du point de vue du droit, il est considéré comme un salarié. Il cotise aux URSSAF et il bénéficie d'une couverture chômage. Ça, c'est très important au moment de faire le choix de la SCOP. Et la responsabilité des associés est vraiment limitée. Bon, on a pu voir avec Jean-François dans le montage LBO, au-delà du fait dans les sociétés, logiquement, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports, mais en fait, les financeurs, ils tournent très souvent, ils tournent la question en réclamant des cautions personnelles pour se couvrir d'un risque éventuel de défaillance, en allant chercher les biens personnels des apporteurs de capitaux. Dans la SCOP, on ne va jamais chercher l'argent des coopérateurs. Le mouvement coopératif s'est organisé depuis de nombreuses années, et on verra au niveau des outils financiers. C'est organisé pour mettre en place des mécanismes de caution, de garantie qui permettent de faire des tours de table
et donc permettre des transmissions d'entreprise sans jamais mettre en jeu la caution, l'engagement personnel et financier des coopérateurs. Le coopérateur, il souscrit au capital de la SCOP une certaine somme et c'est le seul risque qu'il prend à rejoindre le monde coopératif. Alors, pour la transmission d'entreprise, le législateur il a imaginé un mécanisme qui est extrêmement simple et très pratique pour transformer les sociétés en SCOP. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de la transformation directe. C'est-à-dire que lorsqu'un cédant a décidé de céder son entreprise à ses salariés, que ses salariés se sont mis d'accord avec lui sur la valorisation des parts du cédant, et là je redis, contrairement à ce que tu disais Guillaume, c'est que, à mon avis, la valeur d'une entreprise n'est pas affectée, n'est pas rabaissée sous prétexte que c'est les salariés qui reprennent. À mon avis, c'est vraiment le prix marché. Donc, lorsque on s'est mis d'accord sur la valorisation de l'entreprise, le cédant va sortir du capital en étant remboursé de ses parts. Les nouveaux sociétaires coopérateurs vont souscrire au capital de la société, qui est transformée en SCOP, et en apportant leur mise de fonds. Et le delta, il va être bouclé par un tour de table financier. Alors, dans cette transformation directe, la société, elle garde son numéro de sirène. C'est exactement la même structure. Tous les contrats perdurent. Il n'y a aucune interruption juridique de la vie de l'entreprise antérieure. Ce sont donc les coopérateurs qui montent dans la passerelle du bateau sans s'arrêter au port. Si je reprends l'image des bateaux là. C'est un mouvement qui est parfaitement huilé dans les scopes, sans aucune interruption, ce qui permet une grande facilité, en particulier quand l'entreprise bénéficie d'agréments, quand elle a signé des contrats avec des grands donneurs d'ordre, par exemple. Il n'y a aucune remise en cause de rien du tout dans son environnement contractuel. Bon, on peut faire appel à des sociétés extérieures, on conserve la totalité de l'historique de l'entreprise. Et, comme on le voit, c'est une transformation qui est très peu coûteuse. Il y a juste une assemblée générale extraordinaire avec modification statutaire. C'est un forfait auprès du tribunal de commerce avec des droits d'enregistrement. On est en remboursement de parts, donc extrêmement faible. Et pourtant, pour le cédant, l'intérêt, c'est que cette opération est assimilée à une cession de parts. Et donc, on est dans un régime de plus-value et toutes les exonérations qui sont attachées au traitement de la plus-value, en particulier dans le cas d'un départ à la retraite. Alors, comment ça se passe? Bien, d'un point de vue financier, d'une manière extrêmement simple. Donc, on a une société classique avec des actifs, du passif, des actifs, capitaux propres, passifs. Les capitaux propres du cédant historique vont être remboursés et les nouveaux sociétaires vont souscrire au nouveau capital. Alors, évidemment, pour boucler cette cession qui se fait à la valeur de l'entreprise telle qu'elle a été estimée par des experts. Et donc, dans le bouclage du tour de table, bien évidemment, il peut être nécessaire, par rapport à l'apport des sociétaires, d'aller chercher une dette. Et c'est la société elle-même qui porte cette dette. On n'a pas besoin de créer une holding pour faire un montage de type LBO. C'est la SCOP elle-même qui va porter la dette du rachat de l'entreprise elle-même, des titres. Donc, c'est l'entreprise elle-même qui porte la dette de rachat. On n'a pas du tout monté dans un montage compliqué, LBO, dividende. On est dans une structure extrêmement simple. C'est la société qui se rachète. Bon, il peut y avoir un goodwill, c'est-à-dire une survaleur constatée entre le prix d'acquisition que l'on voit ici supérieur à la valeur des capitaux propres, comme dans n'importe quel schéma d'acquisition d'entreprise. Et on retrouve les autres actifs d'avant, les autres passifs. Bon, il faut bien sûr aussi, comme disait Jean-François, qu'on s'assure que l'entreprise va être capable de rembourser sa dette de rachat. C'est pour ça qu'on accompagne les porteurs de projets, pour s'assurer de la viabilité du projet économique.
On a besoin de l'apport des salariés et les outils financiers du mouvement coopératif vont venir aider les salariés à venir boucler leur tour de table. On fait appel à des partenaires financiers avec qui le mouvement coopératif a l'habitude de travailler pour pouvoir trouver la dette nécessaire pour compléter le paiement du prix d'acquisition. Alors les salariés, pour répondre à une question que j'ai vue passer, amènent généralement un apport de 10 à 30% du capital, c'est quand même très faible par rapport au montage LBO où en général on n'est jamais en dessous de 30%. Dans un montage coopératif, on va très souvent avoir des montages à 10%, parce qu'on sait que les salariés n'ont pas nécessairement les mêmes surfaces financières que des investisseurs avec une vue patrimoniale, mais on va essayer de les aider à compléter le tour de table. Donc, c'est lourd de sens, ce qu'on dit là, parce que ça signifie qu'on peut devenir coopérateur et racheter une entreprise en scope en investissant 2 à 3 mois de salaire. Et ce, sans caution personnelle, parce que on peut compléter l'apport en plus avec l'utilisation de fonds PE. Je crois que l'acquisition de parts en coopérative, c'est un motif de déblocage de PE. On peut souscrire des prêts d'honneur, etc. Et au mouvement coopératif, on a des outils financiers qui vont nous aider à compléter le tour de table. On a en particulier une holding financière qui s'appelle Socoden et qui va venir compléter l'apport des salariés au moyen d'une dette. Et le mouvement coopératif, c'est un prêteur qui est en général beaucoup plus compréhensif que des prêteurs financiers traditionnels. En tout cas, le fait que l'on vienne soutenir un projet aux côtés des salariés va venir ouvrir la porte de tous nos autres partenaires bancaires traditionnels, comme le Crédit Coopératif, la BPI, des réseaux comme France Active, les caisses d'épargne, les banques populaires, qui vont nous permettre de finaliser le tour de table. C'est une solution qui présente de nombreux avantages pour les salariés et qui repose sur une très forte implication. Et pour accompagner les coopérateurs, le mouvement coopératif met en place un nombre de formations importants, comme disait Jean-François. C'est très important de transformer les salariés qui étaient seulement salariés. Il faut les aider à se transformer en repreneurs, ce qui n'est pas évident du tout. Donc, c'est pas simple à appréhender. Donc, on les forme ils suivent un parcours fléché de formation. Bon, le principe pour nous, vous avez compris, c'est à la fois l'ensemble du collectif et la structure, l'entreprise qui progressera. C'est vraiment la définition du bien commun. Et c'est bien. Voilà, terminé. Merci Pierre. Nous allons passer donc aux questions-réponses. Alors j'ai une question de Sophie. Qui pose la question concernant le droit d'information, l'obligation d'informer les salariés. Je pense que Jean-François, peut-être vous avez la réponse. Quel délai en amont pour informer ses salariés? 1 an avant la date de cession souhaitée? Non, les dispositifs amont qui ont été amendés par les lois Macron de 2015 ont fait qu'on est plutôt sur un délai de 2 mois avant la cession. Mais là, on est vraiment sur de l'information préalable obligatoire. Après, là où il faut être dans la construction du projet, s'il y a des salariés qui ont vraiment la volonté de se lancer en tant que repreneurs, eux, il faut qu'ils soient sur une préparation beaucoup plus en amont que 2 mois. C'est trop court, 2 mois. Merci. Je passe à une autre question. Alors après, je voulais quand même amener une toute petite précision, hein, nous, parce que il y a un côté extrêmement militantiste de la part de Pierre sur c'est une très bonne formule. Maintenant, il faut quand même relativiser. Il y a un élément sur lequel on n'insiste pas forcément sur les scopes, c'est une dimension humaine et quasi philosophique importante. Elle est noble, il n'y a pas de sujet. Après, dans une reprise par un LBO, la société cible poursuit ses contrats, enfin il n'y a pas de modification, c'est un schéma qui marche quand même assez bien, parce que là on pourrait laisser penser que dans le cadre d'un LBO, tout est très compliqué. Non, si on a à peu près
95%, voire 98% du marché de la reprise qui est plutôt sous forme de LBO, c'est pas forcément un hasard. Enfin, je veux dire, donc voilà. C'est, à mon avis, quelque chose, la scope est méconnue. Ça peut être une vraie solution, une vraie belle solution, mais elle est faite part d'une, on va dire, c'est un état d'esprit un peu particulier, et il faut que ça colle parfaitement au projet, et ça, il faut quand même bien bien appréhender cette dimension-là. Tout à fait, il y a autant d'avantages et d'inconvénients dans les deux montages, il n'y a pas un meilleur schéma qu'un autre. Donc, oui, comme dit Jean-François, c'est une question de philosophie, effectivement. Moi, je comprends que celui qui passe énormément d'énergie, de temps à créer sa propre entreprise, il veuille en bénéficier, enfin toucher les fruits de son travail. Dans la scope, il y a cette notion de partage. On partage l'information, les risques, l'énergie, mais on partage tout. On partage les gains et ça peut faire effectivement fuir certaines personnes qui cherchent à faire évoluer leur propre patrimoine. Et ça, je le comprends. Après, il y avait d'autres questions, je vois. vois. Il y a une question de Julien, notamment, existe-t-il une réduction d'impôt pour les repreneurs? Oui, tout à fait. Il y a des dispositifs où, lorsque l'on monte au capital d'une structure, on peut bénéficier de réduction d'impôt dans le cadre des fonds apportés. Alors après, ça évolue. Je veux dire, moi, je m'engage pas trop sur les montants parce que chaque loi de finances apporte ses petites spécificités. Donc, c'était 25, c'est passé à 18, c'est remonté à 25, enfin, suivant les situations, 25% des montants investis. C'est assez encadré, mais oui, il existe bien des dispositifs par rapport à ça. Notamment dans le cadre d'une reprise en scope. Pierre, vous avez parlé de l'exonération de la CET, notamment. Enfin, alors pour moi, je pense que c'est pas tout à fait la même question parce que c'était vraiment une réduction d'impôt pour les repreneurs. Dans le cadre d'un montage LBO. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'interprète la question. Oui. Si jamais elle était plus dans le cadre d'une scope, comme, après, je laisserai Pierre compléter. Je pense que la réduction d'impôt dont on parlait, CET ou réduction d'impôt, c'est plutôt au niveau de l'entité d'exploitation, c'est-à-dire la société en elle-même. Oui, tout à fait. Oui, c'est l'entreprise elle-même. Oui. Okay. Une question de Frédéric Sainte-Croix. Y a-t-il un intérêt de faire un LBO si un seul salarié reprend l'entreprise? Ouais, j'ai voulu lui répondre en direct, mais je me suis un peu pris les pieds dans le tapis dans la réponse. Et effectivement, oui, c'est possible. C'est même plutôt recommandé, hein, parce qu'on peut avoir besoin de lever de fonds de la même manière. Et donc, dans ce cadre-là, c'est la société qui va... On a souvent le cas d'un chef d'entreprise qui constitue sa société holding et qui va porter la reprise de la société cible. Donc, oui, tout à fait. D'accord. Pierre, une question qui s'adresse à vous. Aurélie pose la question suivante. Est-ce possible de racheter une entreprise individuelle en scope? Si oui, quel montage juridique? Une entreprise individuelle? Oui. Non, il faut être minimum 2 salariés. Est-ce que la forme juridique entreprise individuelle peut être transformée en scope? À mon avis, elle devra passer par l'interne. Pour avoir des salariés? Non, puisque, enfin, moi, je ne suis pas aussi spécialiste que Pierre de la scope, mais je ne pense pas, puisque c'est vraiment société coopérative. Donc, comme je suis en entreprise individuelle, il faut d'abord constituer une société, et cette société, elle prendra effet sous forme de scope, mais il faudra la constituer sous forme de scope. Après, ça voudrait dire, dans le schéma qu'on a vu, que je ne sais pas, après, dans le montage en lui-même, il faudrait voir, mais je pense que la reprise du fonds de commerce de l'entreprise individuelle, ça deviendrait un peu le goodwill que Pierre nous a présenté tout à l'heure. Oui, moi je pars du principe que pour commencer une scope, il faut être au moins 3-4, disons. Parce que normalement, il faut 2 personnes. Mais il y a aussi le souci d'être... personne ne doit être majoritaire au sein d'une scope. Donc, si c'est 2 personnes, il y a 50-50, ça marche. 4, voilà, on se partage aussi. Mais voilà, il faut être plusieurs dans une scope. Là, oui, mais là, je pense que on pourrait très bien... on peut être une entreprise individuelle avec 10 salariés. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que préalablement ou au moment du montage de l'opération, il faudrait que l'entreprise individuelle devienne société et sous format scope.
Donc là, on est presque dans le côté création en elle-même, quoi. Donc là, c'est plus le montage. Pour moi, le montage juridique doit être possible, mais c'est vrai qu'il y aura un travail un peu plus complexe que ce qui a été présenté de manière en disant c'est très simple de transformer. Là, je ne pourrais pas transformer avec autant de simplicité. Il y aura un travail juridique de montage de la structure en tant que telle. Une autre question. Il y avait une question internationale. Oui. Donc oui, on peut tout à fait, quand on est membre de l'Union économique européenne, constituer une société en France, reprendre des entreprises en France, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Et il n'y a pas de... Après, ça se constitue très très bien par rapport à ça. Bon, il peut y avoir des petites spécificités dans des régimes de protection sociale, des choses comme ça, mais ça se fait sans trop de contraintes. Donc, toutes les structures, enfin, notre cabinet, nous, on a toute une branche à l'international et on sait tout à fait accompagner ce type de problématique. Concernant l'apport dans une scope, est-ce que le salarié peut débloquer son intéressement pour compléter son apport personnel, son intéressement participation, je suppose. Je ne sais pas, à vrai dire. Je ne sais pas. Jean-François, peut-être, non? Je ne serai pas affirmatif, mais je ne vois pas, dans l'état d'esprit des textes, ça me paraîtrait tout à fait possible. Ça reste un cas de blocage. Pierre citait tout ce qui est PE, etc. Je me dis que oui, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Maintenant, je ne serai pas affirmatif parce que j'ai pas forcément rencontré le cas. On pourra toujours préciser l'information si besoin. Une question de Rita. En cas de non-information des salariés de la vente, existe-t-il un recours pour les salariés? Alors, ça s'est allégé. En fait, à un moment, il y avait beaucoup de contraintes. On aurait jusqu'à pouvoir remettre en cause la cession. Donc, maintenant, ça s'est quand même allégé. Et en règle générale, les juristes qui accompagnent ce type d'opération sécurisent tout cet aspect-là. Mais les contraintes, alors les recours, on ne peut pas annuler la vente, par exemple. C'est un peu l'appréciation souveraine du juge, non? Oui, non, mais les sanctions ont été dans les dispositifs initiaux, ils étaient plutôt dans le côté on pouvait aller jusqu'à la nullité de la cession. Là, on ne peut pas le remettre en cause. Par contre, on pourrait, je le dis de mémoire, mais on doit pouvoir verser, on doit être peut-être contraint de verser des indemnités complémentaires qui représenteraient un pourcentage du prix de la cession à verser aux salariés qui n'auraient pas été informés de manière légale, sous vérification, mais c'est à peu près ça le dispositif. Mais ça ne peut pas aller jusqu'à la nullité de la vente. Conserve-t-on la holding après le remboursement de l'emprunt dans le cadre du LBO, Jean-François? Alors, les deux solutions existent. Très souvent, on fait ce qu'on appelle une TUP, un transfert universel de patrimoine, c'est-à-dire qu'on regroupe les deux entités pour ne plus constituer qu'une seule et même structure, parce qu'on pense qu'elle n'a plus d'intérêt. Et donc, ça rejoint un peu ce qu'expliquait Pierre, c'est on simplifie de nouveau un peu l'organisation. Mais en même temps, on se rend compte que très souvent, si ça a bien fonctionné, la structure a accumulé des fonds, notamment par le biais de remontées de dividendes. On va parler à ce moment-là de holding animatrice et on va souvent on va utiliser cet argent pour développer le rayonnement de l'activité de la société en reprenant peut-être une société complémentaire ou en rachetant les murs. Enfin voilà, il y a différents montages qui peuvent exister. Et donc souvent les sociétés holding sont maintenues pour cela. Une question de Laurence. Je crois que c'est la dernière question. Comment déterminer le multiple de l'EBE pour valoriser l'entreprise? Dans votre exemple, on était à 6. Après, c'est un peu des règles communément admises, c'est-à-dire que on se dit qu'en moyenne, sur 6-7 ans, il faut pouvoir avoir un peu un retour sur investissement.
Après, il se trouve qu'on est sur des reprises d'entreprise et c'est pour ça qu'il peut avoir des fois des décalages qui se font. C'est-à-dire que ça, c'est la capacité que la structure va pouvoir porter. Au-delà, souvent, elle ne pourra pas, on ne pourra pas faire accepter le dossier auprès des partenaires financiers. Mais on se rend compte que dans des reprises avec des structures des fois plus grandes, avec des fonds qui peuvent participer, et sur des sociétés en plein développement, on reprend des fois jusqu'à 10 ou 15 ans de bénéfices. Donc la valorisation de l'entreprise serait beaucoup plus forte. Si je prends l'exemple que j'avais constitué là, ben, si je suis non pas à 6 ans, mais à 12 ans, je vais plus être à 420 000, mais je serai à 840 000. C'est plus du tout le même prix de cession. Par contre, c'est bien ce que le dirigeant en attend. C'est pour ça que la valeur moyenne de 6, c'est un critère que l'on constate au regard de l'expérience. Mais c'est pour ça qu'on va dire que souvent, malheureusement, le prix d'une entreprise, c'est pas comme une étiquette dans un supermarché. Il y a autant de prix que d'évaluateurs. Si vous confiez les mêmes comptes à plusieurs évaluateurs, vous aurez presque jamais exactement le même prix. Vous aurez des fourchettes de prix. Et je me permets de réitérer mon image du marché du samedi matin, 7 ans après la reprise par les salariés. Pour moi, c'est ça la bonne valeur. Mais c'est une plaisanterie, mais en fait, c'est vrai, parce que si on met plus de 7 ans à payer, à rembourser l'emprunt de la reprise, ça devient très problématique. Je pose la dernière question. On va prendre la dernière question de Richard. Est-ce qu'on peut être salarié dans la SCOP sans avoir de capital? Alors, on peut être salarié de la SCOP, puisque en fait, un salarié, il peut devenir sociétaire en prenant une part. Il suffit de prendre une part. Donc, la part, c'est entre 15 et 75 €. Donc, il suffit qu'il ait une part et il devient sociétaire. Mais si la question, c'est je veux créer une SCOP et donc je veux apporter un peu de capital, dans ce cas, on a coutume de dire qu'il faut apporter 2-3 mois de salaire. Mais on peut devenir sociétaire avec une seule part. Mais en fait, je pense que la question, c'est plutôt l'inverse, c'était de dire est-ce que je peux être salarié sans être sociétaire? Ah, d'accord. Dans ce cas, il y a des entreprises, des SCOP qui considèrent qu'il n'est pas obligatoire que les salariés deviennent sociétaires. On peut choisir, en fait. Soit on rend obligatoire le fait de devenir sociétaire dès lors qu'on est salarié, mais il y en a qui choisissent de laisser les salariés prendre la liberté de devenir sociétaire ou pas. Ce n'est pas obligatoire. Donc, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Donc, nous allons conclure le webinaire. Merci Jean-François d'être intervenu. Merci Pierre. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, le support de présentation ainsi que le replay seront disponibles dès demain sur le site bpifrance-création.fr à l'adresse suivante, bpifrance-création.fr/webinaire. Voilà, donc le prochain rendez-vous des webinaires de Bpifrance Création sera le mercredi 29 juin 2022 à 11 h et nous aborderons la thématique de la protection sociale. Quelle protection sociale pour le créateur d'entreprise? Donc, je vous donne rendez-vous le mercredi 29 juin à 11 h. Merci Jean-François, merci Pierre. Merci Guillaume, merci Pierre. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.